Et si on vous disait qu'il existe un microbe qui en fait défie quasiment toutes les règles de la bactériologie? Aujourd'hui, on part à la découverte d'une bactérie qui est vraiment unique en son genre. Commençons par une question qui paraît simple, mais qui en réalité remet en question tout ce qu'on pense savoir. À quoi ressemblerait une bactérie qui n'aurait pas de parois cellulaires rigides? Eh bien, il faut s'imaginer les champions du minimalisme dans le monde microbien. C'est exactement ça, les mycoplasmas. D'ailleurs, leur nom de famille, les mollicutes, veut littéralement dire peau molle. Et c'est ça, la clé de toute leur histoire. Ok, voilà le programme pour percer le mystère de ces organismes. On va voir ce qui les rend si spéciaux, les maladies qu'ils peuvent causer, pourquoi c'est un vrai casse-tête de les trouver, et bien sûr, comment s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qui rend les mycoplasmes si radicalement différents? En fait, tout part de leur structure. Pour se faire une idée, leur taille est juste minuscule. Ces bactéries sont souvent plus petites que certains gros virus. Ce sont vraiment les plus petites formes de vie connues capables de se reproduire toutes seules, de manière autonome. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette absence de parois, ça change absolument tout. Sans cette carapace rigide, ils peuvent changer de forme à volonté, ils sont pléomorphes. C'est pour ça que la coloration de Gram, une technique de base en labo, eh bien ça ne marche pas sur eux. Et, point crucial, ça les rend naturellement insensibles à toute une classe d'antibiotiques très courants. Bon, maintenant qu'on a saisi leur biologie si particulière, allons faire connaissance avec les principaux membres de cette famille et voir comment ils interagissent avec l'être humain. On peut un peu les voir comme des spécialistes, chacun avec son territoire préféré. Vous avez Mycoplasma pneumoniae, qui, comme son nom l'indique, s'attaque aux voies respiratoires. Et puis il y a ses cousins qui, eux, préfèrent s'installer dans le système urogénital. Mais revenons-y. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, être sans parois? Parce que cette seule différence, elle crée en réalité deux types d'organismes complètement différents. L'analogie est assez parlante. Pensez à la différence entre une brique et un ballon rempli d'eau. La brique, c'est rigide, c'est prévisible. Le ballon, lui, il est flexible, il peut se déformer, se faufiler. C'est exactement ça la différence entre une bactérie classique et un mycoplasme. Et c'est justement cette flexibilité qui leur permet de créer des infections tenaces, souvent chroniques, et qui sont très difficiles à identifier pour les médecins. Mélompneumonie, c'est le plus connu du groupe. Il est célèbre pour causer ce qu'on appelle la pneumonie atypique, surtout chez les jeunes adultes. Atypique parce que les symptômes sont souvent plus discrets que ceux d'une pneumonie classique. Mais attention, son impact peut aller bien au-delà des poumons avec des complications qui peuvent être cutanées, neurologiques ou même cardiaques et des épidémies qui reviennent tous les 4 à 8 ans. Pour les mycoplasmes génitaux, la situation est encore plus délicate. Le problème, c'est qu'ils peuvent être des passagers silencieux, présents dans notre flore normale, ou alors causer de vraies infections. Par exemple, M. genitalium et U. realiticum sont responsables d'un bon nombre d'urétrites qui ne sont pas dus au gonocoque. Le défi, c'est de savoir quand ils sont coupables et quand ils sont juste de passage. Et ça nous amène directement à un point clé, le diagnostic. Parce que pour un laboratoire, trouver ces microbes, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Il faut bien comprendre que ces bactéries sont de vraies divas, elles sont extrêmement exigeantes. Comme leur génome est tout petit, elles sont incapables de produire elles-mêmes beaucoup de choses essentielles. Du coup, en labo, il leur faut un menu sur mesure, un milieu de culture enrichi avec du sérum et de l'extrait de levure. Sans ça, c'est simple, elles ne poussent pas. La méthode traditionnelle pour les faire pousser est donc un vrai marathon. Il faut préparer ces milieux très spéciaux, les incuber à la bonne température, et puis attendre. On attend, et on attend, parfois jusqu'à 20 jours. Tout ça pour, avec un peu de chance, observer au microscope des colonies qui sont minuscules. Mais quand on y arrive, la récompense est là. Sous l'objectif du microscope, l'image est iconique. Les colonies ont cette forme très typique et inoubliable d'œuf sur le plat, avec un centre dense et une périphérie plus claire. Heureusement, la technologie moderne a tout changé. Aujourd'hui, avec des techniques comme la PCR, on peut détecter directement l'ADN de la bactérie dans un échantillon. Plus besoin de cette longue culture. C'est un gain de temps énorme et ça permet un diagnostic beaucoup plus rapide. Bon, et alors, si les antibiotiques les plus courants ne fonctionnent pas, comment est-ce qu'on traite ces infections? La logique est assez simple en fait. Comment est-ce qu'on peut détruire un mur qui n'existe pas? Les antibiotiques comme la pénicilline, qui ciblent la paroi cellulaire, sont donc totalement inefficaces. Il faut changer de stratégie. Il faut viser l'intérieur de la cellule, ses mécanismes de survie. Et c'est là que d'autres familles, comme les tétracyclines ou les macrolides, entrent en jeu et sont très efficaces.
Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion, assez fascinante. En se débarrassant de l'essentiel, en se simplifiant à l'extrême, les mycoplasmes sont devenus des pathogènes redoutablement performants et persistants. On peut se demander si cette voie du minimalisme ne serait pas une des directions possibles de l'évolution microbienne.